Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Touba dément l'information selon laquelle Touba Mosquée doit 2 milliards de francs CFA à la Sénélec. Makiou Faye soutient que la dernière facture de la Société nationale d'électricité qui s'élève à 9 millions de francs CFA a même été payée par le khalife général des Mourides. Mohamed Boun Abdallah Dionne rend visite aux sinistrés du pavillon vert. Le Premier ministre en a profité pour annoncer la construction d'un parc d'exposition de 20 000 mètres carrés en 2016 à Diamniadio. Les travailleurs de la Sonatel s'opposent au projet d'externalisation des activités de l'entreprise. Ce projet de France Télécom pourrait, selon eux, entraîner le transfert d'une partie du personnel de la Sonatel à des équipementiers chinois. À suivre en fin de journal, le dossier politique qui s'intéresse à la PACT, la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections, veut faciliter le dialogue entre pouvoir et opposition. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, les précisions de Makiou Faye suite à l'information selon laquelle Touba Mosquée doit 2 milliards de francs CFA à la Sénélec. Une information erronée selon ce dernier qui affirme que le khalife général des Mourides a déjà payé une facture de 9 millions de francs CFA. On fait le point avec Pape Faraning. Touba Mosquée ne doit aucun sou à la Sénélec. Elle s'est acquittée de toutes ses factures d'électricité. Un démenti des dignitaires mourides suite à des informations parues dans la presse. À l'heure où je vous parle, que Touba Mosquée, qui est sous l'autorité, la haute autorité du khalife général des Mourides, ne doit pas un franc, un rond à la Sénélec. Et dire à tout le monde que la communauté religieuse de Touba, le khalife général des Mourides, ne doit absolument rien à la Sénélec. Selon eux, ces informations sont erronées. Même la commune ne doit rien à la Sénélec. Tous les abonnements que gère la mairie de Touba ont été payés. Au moment où je vous parle, la commune ne doit aucun sou à la Sénélec. Serigne Makiou Faye de préciser la dernière facture a été payée par le khalife général des Mourides. La dernière facture qui a été émise le mois dernier et qui n'est pas encore arrivée à échéance a été payée hier, d'un montant de 9 128 000. Abdoulaye Hadka, maire de la ville sainte, révèle que la Sénélec doit normalement près de 2,5 milliards à la commune. Nous avons donné gratuitement à la Sénélec un terrain pour son agence. Si la société de l'électricité respecte ses engagements avec le taux de 2,5% sur les taxes communales, elle nous doit 2,5 milliards. Une conférence de presse sous le ndigal du khalife général des Mourides, juste pour apporter des éclairages sur cette affaire. Visite du Premier ministre cet après-midi au pavillon vert du CICES. Mohamed Boun Abdallah Dionne dit compatir avec les commerçants victimes de l'incendie et a déclaré avoir déjà fait le point avec le directeur général du CICES. Le chef du gouvernement en a profité pour annoncer la construction d'un parc des expositions de 20 000 mètres carrés en 2016 à Diamniadio. Un projet antérieur au sinistre du pavillon vert, nous disent nos reporters Diafaraba et Maïmouna Ndiaye. Après l'incendie du pavillon vert, c'est au tour du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne de venir compatir. À l'heure actuelle, l'enquête suit son cours. Des experts travaillent sur le dossier, rassure le chef du gouvernement. C'est l'occasion pour moi de dire au nom du président de la République toute notre compassion pour ceux qui étaient venus et parfois de très loin. De très loin, on a parlé de l'Égypte et d'autres pays pour exposer et participer à ce carrefour du donner et du recevoir qui s'est installé dans l'agenda international comme une référence, la foire internationale de Dakar. Donc des mots de compassion, mais aussi des mots d'encouragement pour la direction générale du CICES, le directeur général, les autorités en charge du CICES, son conseil d'administration, son personnel également, ainsi que les autorités qui ont en charge la protection civile, des experts étant désignés et qui vont continuer de faire leur travail pour que les assurances puissent prendre le relais.
En 2016, il est annoncé un parc d'exposition de 20 000 m², soit 5 pavillons à Diamniadio pour les foires et les grandes expositions, ajoute le Premier ministre. Le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, va construire, et dès 2016, un nouveau parc des expositions pour le Sénégal et à Diamniadio, dans la ville nouvelle, dans le nouveau pôle industriel, un parc qui aura 20 000 m² de bâtiments construits et qui pourra héberger dans les meilleures conditions les salons et expositions ainsi que les foires qui vont se tenir dans notre pays, dont l'ambition dans le cadre du PSE est d'être un hub en matière de services. En ce moment, le directeur général du CICES affirme que 78 exposants sont déclarés. L'Algérie est la seule nation épargnée par cet incendie. L'Égypte a fortement subi les pertes. Le montant déclaré est estimé globalement à 2 milliards de francs CFA. Maïmouna Ndiaye, la délégation gouvernementale était composée, en plus du Premier ministre, d'Aminata Mbengue Ndiaye, Marito Niane, Youssou N'Dour et Pape Ousmane Seck, entre autres. Suite à l'incendie du pavillon vert, il y a des exposants qui y étaient recasés au pavillon brun. Parmi ces exposants, une malienne, vendeuse de bouboutin à l'Indigo et qui se dit satisfaite de son nouveau stand, ce qui n'est pas le cas d'une autre marchande qui préférait le pavillon vert au pavillon brun. Leur réaction dans ce reportage, signé Aïssatou Paye et Diafaraba. Stand inoccupé, ouvriers à pied d'œuvre, les sinistrés du pavillon vert tentent tant bien que mal de reprendre leurs activités, comme cette vendeuse pas trop enchantée de l'espace attribué. Ce n'est pas adéquat pour nous, mais nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de rester ici, de bazarder nos marchandises et partir. Nous n'avons plus rien à faire ici. Ce n'est pas intéressant. Il y a trop de poussière. L'endroit est enclavé. Les clients ne passent pas par là. Comment pouvons-nous avoir de la visibilité? Nous ne vendrons rien. Une foire, c'est pour bien exposer ses produits. Ça ne va pas du tout. Grâce à un transfert d'argent, il a pu acheter un peu de marchandises. Tout s'est bien calciné. Il espère avec le peu qu'il a pu rassembler, acheter un bœuf pour le gamon. Nous avons besoin d'aide et c'est très urgent. Nous voulons vendre pour acheter des bœufs pour le gamou. Tout a été calciné. Il ne me reste que cette table. Certains exposants se réjouissent parce qu'ils n'ont rien perdu. Mais nous avons tout perdu. Si vous nous donnez un stand, qu'allons-nous y mettre? Tanti Fanta vient de Bamako. Chanceuse, elle l'a été par la grâce divine, comme elle le rappelle souvent. Aucun bien endommagé, mais un seul souci. À part le soleil qui nous tape dessus, tout va bien et espérons que le reste va bien se passer. Si vous voyez le pavillon vert au départ et que vous le revoyez aujourd'hui et qu'il y ait quelqu'un qui s'en est sorti, c'est vraiment des miracles de Dieu. Sinon, c'est incompréhensible. Ce que nous avons subi, nous, c'est vous avez vu, les pompiers ont intervenu. Et bon, on a reçu beaucoup d'eau sur les habits. Nous n'avons pu accéder au site de recasement. Interdiction formelle de filmer les occupants logés à l'intérieur. Et nous restons à la foire internationale de Dakar où des exposants maliens victimes de l'incendie du pavillon vert dénoncent le contrôle accru des forces de l'ordre. Après avoir pris des photos sur les lieux de l'incendie, 2 femmes ont été arrêtées. Ils demandent leur libération immédiate et la fin du calvaire qu'ils vivent depuis l'incendie du pavillon vert samedi dernier. Là-dessus, nous écoutons Asta Diallo, leur porte-parole, et elle est au micro de Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Nous sommes fatigués, nous sommes trop fatigués. Tout le monde entier a vu ce qui s'est passé ici. On a le cœur brûlé, on ne sait même pas quoi faire, on ne sait même pas comment on va rentrer chez nous. Et le grand problème, on est là, on cherche des soulagements, mais on nous cherche à poser des problèmes encore. Depuis que l'événement s'est passé, on n'a même pas eu l'autorisation de rentrer voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Ça, c'est un. Le problème est que même ceux qui ont pris des photos
On les prend, on les met, on les enferme à la gendarmerie. Pour quelles raisons? Il y a des milliers de gens qui ont pris des photos ici. On a 2 femmes qui sont là-bas. On demande à les libérer le plus tôt que possible. Parce que ce problème-là, on ne peut pas tout parler comme ça. Mais nous, on voit beaucoup de choses qui se passent devant nous. Nous, on a tout qui est brûlé dedans. Mais il y a des gens qui sont là, qui viennent chaque matin prendre des affaires à l'intérieur et les amener. Parlons de toute autre chose à présent. Les travailleurs de la Sonatel, pas d'accord sur le projet d'externalisation des activités de l'entreprise. Un projet qui, selon eux, pourrait entraîner le transfert d'une partie du personnel de la société à des équipementiers chinois. Ils dénoncent également la multitude de boutiques Orange qui, selon eux, concurrencent les agences commerciales de la Sonatel. Ces travailleurs étaient en conférence de presse ce matin, compte rendu avec Fatima Taba et Mohamed Dian. Les travailleurs de la Sonatel sur le pied de guerre, à travers leurs représentants syndicaux, ils disent non à l'externalisation des activités de l'entreprise, un projet de France Télécom qui n'est pas sans conséquences. La Sonatel a été créée depuis 1985 et depuis lors nous sommes parvenus à suivre l'évolution technologique. Et simplement parce qu'il y avait des stratégies qui consistaient à former les ingénieurs, à former le personnel pour qu'ils s'adaptent et qu'ils puissent suivre l'évolution technologique. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas admettre qu'on puisse nous dire qu'il faut qu'on mutualise, nos forces, ce dont nous ne sommes pas contre, et il faut que des agents perdent leurs emplois pour que nous puissions être compétitifs. La multitude de boutiques Orange, le non-remplacement des agents partis en retraite, entre autres points évoqués lors de cette conférence de presse. Ces boutiques Orange, ce sont des boutiques qui font de l'activité commerciale. Aujourd'hui, il y en a beaucoup partout. Et ces boutiques Orange, aujourd'hui, nous savons qu'après la technique, ce sera le commercial. Et aujourd'hui, les boutiques Orange sont mises en place et font les mêmes activités que les agences commerciales. Donc, nous savons qu'au finish, puisque l'objectif principal, c'est la réduction des charges, la maîtrise des coûts, nous savons qu'au finish, l'essentiel des activités vont être confiées à ces boutiques Orange. Après, ce sera la partie financière qui sera confiée à des cabinets, etc., etc. La Sonatel va se vider de sa consistance. Des travailleurs déterminés dans leur combat dénoncent le mutisme de l'État face à cette situation. Nous avons mis sur pied, nous avons fait un mémorandum que nous avons voulu déposer entre les mains du chef de l'État, qui nous a mis en rapport avec son conseiller en TIC. Nous l'avons rencontré à 2 reprises. Nous avons discuté pendant des heures d'horloge et il nous a toujours signifié que le président de la République est en phase avec nous. Mais à présent, malgré plusieurs demandes d'audience, nous ne parvenons pas à rencontrer le président pour le sensibiliser. Et nous déplorons depuis très longtemps que le ministre de tutelle ne siège pas au conseil d'administration. Les travailleurs de la Sonatel souhaitent la réadaptation du Code des télécommunications afin d'éviter sa filialisation avec son partenaire France Télécom. Imposé par France Télécom. Et alors que l'intersyndicale de la Sonatel dit non au projet d'externalisation des activités de l'entreprise, ils peuvent compter sur le soutien de doyens syndicalistes venus leur prêter main forte. Mody Guiraud annonce un symposium sur l'avenir des télécoms au Sénégal. Une réadaptation du Code des télécommunications est même nécessaire selon lui. On l'écoute. Nous sommes en face d'une grande mutation, où les risques sont énormes, où aujourd'hui les multinationales dictent leur loi aux gouvernements respectifs, qui n'ont aucun pouvoir. Et que vous dites là, c'est vrai. Un peuple souverain, un gouvernement souverain doit avoir la possibilité et le courage de dire non en certains moments, et de mettre en avant l'intérêt national. Et le patriotisme doit mettre en avant l'intérêt national au-dessus de tout. Moi, je considère que ce combat est un combat qui devrait intéresser tout le monde. En tout cas, nous serons à vos côtés. Si les autres ne le font pas, nous allons convoquer un symposium sur l'avenir des télécoms au Sénégal. Invitons tout le monde. Ne fions pas le débat contradictoire. Nous avons des armes, nous avons des arguments qu'il faut partager.
Voilà le chemin, à mon avis. Et les autorités vont être saisies sur cette question. Je n'ai pas attendu. Hein. Moi, quand je les ai reçus hier, automatiquement, j'ai réagi auprès des autorités. Ils répondront. S'ils ne répondent pas, nous allons assumer notre feuille de route et nous prendrons nos responsabilités sur cette question. Retenez que le président Macky Sall est arrivé ce mercredi à Abuja, au Nigeria, où il va participer à la 48e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette session ordinaire coïncide avec le 40e anniversaire de la CEDEAO. Léa, nous parlons de cette coalition antiterroriste islamique antiterroriste, donc mise en place par l'Arabie Saoudite. Le docteur Bakary Samb salue l'initiative. Selon le professeur, l'Arabie Saoudite doit surtout aider les pays de sa coalition à lutter contre l'origine même du terrorisme. Al-Hassan Ba et Diafar Abba se sont entretenus avec lui. Reportage. 34 pays composent cette coalition islamique antiterroriste, une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite dont le Sénégal est membre. Le docteur Bakary Samb analyse l'engagement du Sénégal. Il faut saluer cette initiative saoudienne de mettre en place une force musulmane contre le terrorisme. Mais je fais partie de ceux qui pensent que l'Arabie Saoudite aurait pu aller jusqu'au bout de sa logique. En raison de son leadership et de son influence dans le monde musulman, l'Arabie Saoudite pourrait peut-être aider à se débarrasser des mouvements d'obédience salafistes et wahhabites qui déstructurent aujourd'hui les sociétés musulmanes. Aucun pays au monde aujourd'hui n'est épargné par rapport à cette menace terroriste. Même les pays les plus armés que nous, qui sont plus dotés que nous sur le plan militaire et sécuritaire, comme la France et les États-Unis, à plus forte raison notre pays. Le Sénégal avait prévu d'envoyer 2100 soldats en Arabie Saoudite pour le soutenir dans sa guerre contre le Yémen. Et pour cette coalition, un centre de commandement sera basé à Riyad pour soutenir les opérations militaires. On vient de sortir de la guerre du Yémen, qui, rappelons-le, n'a pas été un grand succès et que même des négociations sont en cours. Heureusement que notre pays ne s'était pas mêlé. Mais aussi l'Arabie Saoudite est dans son positionnement normal, en concurrence avec l'Iran, qui commence à avoir une meilleure image sur la scène internationale. Il faut aussi replacer ça dans le cadre des luttes d'influence et de luttes de leadership de ces deux puissances du Moyen-Orient au sein du monde musulman. Je ne connais pas encore la mesure de cet engagement du Sénégal. Est-ce qu'il y aura envoi de soldats ou non. Mais comme j'ai dit, la force en soi, composée de pays musulmans, est une bonne chose, mais il faudrait aller jusqu'au bout de la logique. Des pays comme le Tchad, la Somalie et le Mali sont aussi membres de la coalition derrière l'Arabie Saoudite. Tous comptent mutualiser leurs efforts pour faire face au terrorisme. Direction Sédhiou à présent, où la mairie bénéficie d'un audit blanc effectué par le Forum civil. Cela a permis de relever certains points à améliorer, comme la participation des populations aux affaires de la municipalité. Et le Forum civil qui s'engage à sensibiliser les populations pour leur participation à la gestion de leur municipalité. Là-dessus, nous écoutons Abdoulaye Dia, coordonnateur régional du Forum civil. Il s'en explique au micro de Salah Samb et Bakary Konté. L'objectif de ces rencontres, c'était donc de faire l'audit final, parce que c'est dans le cadre d'un programme qu'on appelle Programme Bonne Gouvernance Locale et Certification Citoyenne, où la municipalité de Sédhiou a accepté de travailler avec nous dans ce cadre. Et il fallait faire des audits. Déjà, on avait fait l'audit blanc. C'était juste revenir sur des aspects donc, de la bonne gouvernance, soit la transparence, l'équité, la participation et autres. Donc, de ce fait, à partir donc, de ces critères, il y a des indicateurs et sur chaque indicateur, il y a donc des barèmes de nombre de points qu'il faut obtenir. Et à l'issue de ça, on donne donc un résultat final. Et par rapport à l'audit final aujourd'hui aussi, nous avons constaté qu'il y a eu des progrès. Mais ce qu'on a eu à avoir comme manquement, c'est par rapport à la participation. Parce qu'on ne peut pas parler de bonne gouvernance. Et on voit que les populations ne sont pas impliquées. On ne peut pas parler d'une citoyenneté engagée si les citoyens eux-mêmes ne viennent pas au niveau de la municipalité pour au moins parler de leurs préoccupations ou bien de leurs besoins et aspirations.
Le rapport 2014 du programme conjoint FUNUAP-UNICEF sur les mutilations génitales féminines présenté ce matin, le taux de prévalence national est de 25%. Oui, cher Tidiane, et parmi les zones où l'excision est encore pratiquée, Matam, où 76% des jeunes filles en sont victimes. Plus de détails avec Marietou Dia, spécialiste de la protection de l'enfant à l'UNICEF. Ces propos sont recueillis par Mame Biram Diouf et Modou Diop. Taux de prévalence de 25%. Et donc pour nous, c'est vraiment un résultat satisfaisant, même si on est conscient que le travail n'est pas fini. C'est un travail de longue haleine et de construction, puisque comme je vous l'ai dit, il s'agit de travailler avec des communautés pour le changement de comportement et surtout le changement d'une norme sociale. Et si on prend par exemple le cas du Sénégal, vous voyez que encore, même aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a encore des poches de résistance. Et dans le premier rapport, vraiment, nous avons eu des régions comme les régions du Nord, où il y a encore beaucoup de résistance. Et aussi l'implication des hommes n'était pas aussi forte. Donc tout ça, c'est comme si on travaillait avec juste une partie de la population. Et si vous voyez bien, la phase 2 s'appelle accélérer le changement. Donc ça veut dire qu'il y a des efforts. Alors les peines concernant l'excision, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Mais aujourd'hui, comme vous avez vu, depuis 99, on n'a eu que 8 cas de condamnation. Alors maintenant, à nous de faire le suivi. Est-ce que, par exemple, les premiers cas qui sont collectés à la base, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, est-ce que ces cas arrivent jusqu'au tribunal? Combien de cas arrivent au commissariat, à la gendarmerie? On n'a pas assez d'informations sur tout ça parce qu'on se rend compte que 8 cas, c'est vraiment minime pour vraiment une loi qui date de 99. Et sur un ton plus léger, direction le marché aux jouets. À quelques jours de Noël, sur place, les écoles qui organisent les fêtes de fin d'année font déjà leurs achats. Et des jouets éducatifs tels que les ordinateurs. En plus, la cote, par contre, tout ce qui est pistolet est banni par les parents. C'est un sujet signé Fatidian et Mohamed Dia. Les jeux éducatifs. Madame Badawi est une commerçante établie au marché Sandaga depuis quelques années. Spécialisée dans la vente de jouets, ses activités marchent bien en cette veille de Noël. Sa clientèle, les écoles qui récompensent leurs meilleurs élèves. Le travail commence ça va quoi. Au début, on avait quelques problèmes. C'était calme, peut-être parce qu'il y avait la rentrée des classes et tout. Mais là, ça va beaucoup mieux. Tout ce qui est jeux éducatifs et jeux en fait, comme les ordinateurs et tout, ça marche bien ça. On a plus des jeux éducatifs, des jeux de construction par exemple, qui puissent faire en sorte que l'enfant fasse travailler son esprit pour construire par exemple. C'est plus les écoles qui viennent acheter pour préparer les fêtes. Pour ce commerçant, ce n'est pas encore l'ambiance des grands jours dans sa boutique. Les clients viennent petit à petit. Pour l'instant, ça marche plus ou moins. Hein. De temps en temps, on vend, mais ça ne marche pas encore. En général, les ordinateurs, les jeux d'esprit, quoi. Ils aiment les jeux d'esprit. Les dinettes aussi, ça marche. Des fois, tu vends 10 clients, des fois, tu vends 20. Il y a des gens qui viennent demander quoi, pour savoir le prix. Mohamed Ba, lui, n'a pas attendu la dernière minute. Cet habitant des Maristes tient à faire plaisir à ses enfants. Et Noël est une belle occasion. Quand on était jeune, on avait des cadeaux des parents, mais également cela ne doit pas empêcher également à nos enfants, n'est-ce pas, de pouvoir bénéficier des cadeaux de leur père et de leur mère. Et je pense que c'est ça. C'est vrai, c'est dur. Bon, ils voulaient des voitures. Souvent, ils disent papa, on veut acheter des voitures. Bon, voilà, je suis venu pour acheter des voitures aux enfants. À quelques jours de Noël, Sandaga change de visage. Guirlandes et sapins ornent les rues. Les jouets occupent la majorité des étals. Ici, la magie de Noël commence déjà à opérer. Tout ce qui est pistolet, par contre, cette année, ça marche pas. Hein. Et ils ont peur du terrorisme. La page internationale de cette édition s'intéresse à l'ouverture de la liste des candidatures au poste de secrétaire général des Nations Unies, à la mise en examen en France de Théodorin Obiang Nguema, le fils du président équato-guinéen. Mais tout d'abord, le nouvel attentat survenu au Nigeria qui a coûté la vie à une trentaine de personnes. L'actualité hors de chez nous, c'est avec Daniel Diouf. Au moins 30 personnes tuées et une vingtaine blessées dans des attaques contre 3 villages du nord-est du Nigeria. Des attaques que des gardes civils ont attribuées au groupe islamiste Boko Haram.
Elles ont visé 3 localités qui avaient déjà été plusieurs fois par le passé la cible des islamistes. Les habitants de ces localités ont fui à 30 km des lieux. 4 jours après les attaques contre des camps militaires au Burundi, le Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme ne cache pas son inquiétude. Le pays semble avoir franchi un pas de plus vers la guerre civile selon l'agence onusienne qui s'alarme aussi du sort réservé aux très nombreuses personnes arrêtées depuis. Après les attaques contre les camps militaires le 11 décembre, les autorités burundaises avaient annoncé samedi 47 arrestations d'ennemis. Mais selon les témoignages de la population et des sources sécuritaires, plus de 250 personnes auraient été arrêtées. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme fait part de son inquiétude pour ces prisonniers. L'organisation demande à la communauté internationale d'augmenter les pressions sur tous les acteurs pour faire cesser le fonds publics dont il est accusé n'est couvert par aucune immunité. Enfin, candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies à vos marques, l'ONU a donné mardi le coup d'envoi du processus de sélection de son prochain secrétaire général. Une lettre conjointe des présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale demande aux pays membres de présenter, dès que possible, des candidats pour le poste. 193 États membres ont déjà reçu la lettre. Petite précision, les femmes sont invitées au même titre que les hommes à se présenter. Jusqu'ici, aucune femme n'avait accédé au prestigieux poste après 8 secrétaires généraux masculins. Le dossier politique qui s'intéresse à la création cette semaine de la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections. L'organisation propose sa médiation entre pouvoir et opposition pour faciliter le dialogue. Une frange de la classe politique approuve la démarche mais insiste sur l'impartialité de la société civile. C'est un dossier signé Cherifia et Modou Diop. Revoilà la société civile. Elle s'implique dans le processus électoral et propose sa médiation entre le pouvoir et l'opposition dans le cadre d'une pacte, plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections. La pacte, la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections, est une plateforme qui réunit plusieurs organisations de la société civile qui veulent travailler pour la transparence des élections, mais également qui veulent promouvoir le dialogue entre l'opposition et le pouvoir pour une stabilité, pour une paix au Sénégal. Mais également, c'est une plateforme qui va travailler vers le renforcement de la transparence sur la chaîne, électorale. Depuis 2000, la société civile a été à l'avant-garde pour participer de façon active à l'évolution démocratique. Et je pense que les alternances de 2000 et de 2012 ont permis de constater effectivement le grand rôle de la société civile. Cette initiative est saluée par une frange de la classe politique à condition que les membres de cette société civile soient neutres pour mériter la confiance des deux parties. Je voudrais en tout cas saluer toutes ces personnes, toutes ces organisations qui ont pris conscience, qui ont anticipé, qui cherchent à anticiper sur d'éventuels conflits. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de dialogue politique entre l'opposition et le pouvoir. Dans cette médiation, la députée Hélène Tine récuse les membres de la société civile qui ont rejoint le camp du pouvoir. On est société civile ou on est politique. C'est ça. Bon, c'est vrai que la société civile nous attaque beaucoup, nous les politiques. Moi aussi, je pense que des fois, c'est même pas raisonnable. Mais quand une société civile décide d'être dans un camp, elle est partisane. Je ne sais pas comment elle peut encore se réclamer de la société civile parce que là, elle va être juge et partie. Donc cette soi-disant société civile qui est allée à Canossa, mais je pense qu'elle ne peut défendre que le régime. Ça risque de créer un problème de confiance par rapport aussi bien à l'opposition, même et pourquoi pas par rapport au pouvoir. Du côté de la pacte, on rassure les différents acteurs prouvant l'impartialité des différentes organisations qui la composent et qui restent des sentinelles de la démocratie. Nous, au niveau de la Ligue sénégalaise des droits humains, de façon systématique, tout ce qui touche un peu à la société nous intéresse et nous en parlons sous forme de communiqués conjoints, parfois avec nos amis de la RADDHO ou de Amnesty.
Donc on ne peut pas imaginer qu'on soit dans le mutisme, ça ne peut pas se justifier sur le plan social. La société civile est, quand même, est très large. Il appartiendra quand même aux Sénégalais de juger, de voir un peu quelles sont les organisations de la société civile qui sont du côté du pouvoir ou bien qui sont de l'opposition. Je pense que ce n'est pas la vocation de l'organisation de la société civile. Une organisation de la société civile a pour vocation d'être à équidistance, non seulement du pouvoir, de l'opposition, mais également de toute autre forme de pression politique, sociale, religieuse, etc. Donc il appartient aux populations de juger. Mais de tout compte fait, la crédibilité également de l'action de la plateforme découle surtout de l'ossature, ou bien de l'architecture même des organisations qui sont présentes. Personne ne dira également que le RADDHO ne fait pas le travail. La RADDHO ne fait pas également le travail nécessaire dans le domaine des élections. Personne ne pourra dire également que la Ligue sénégalaise ne fait pas ce travail-là. Personne ne peut dire également que l'AJS ne s'implique pas pour la promotion du droit de la femme en matière électorale. Personne ne pourra dire également que le GRADEC n'a pas cette expertise en matière électorale. Personne ne pourra dire également que le Forum civil ne sait pas. Il existe bien une société civile forte au Sénégal qui a joué un rôle déterminant dans le processus démocratique. Mais dans ce contexte de crise entre le pouvoir et l'opposition, les membres de la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections estiment que leur mission n'est pas impossible. C'était le dernier élément de ce journal, Léa, merci. Merci à toi, cher Tidiane. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout en images. On vous laisse avec...